Salut les gens, bienvenue. On est de retour. Salut tout le monde. On est de retour sur le rendez-vous pour le deuxième épisode. Déjà le deuxième épisode de ce podcast. On s'était donné rendez-vous. Exactement, bien fait pour tous, exactement. Comment ça va toi? Bah vu les news de la semaine, il y a des grosses infos sur l'écologie. Grosse semaine pour l'écologie, hein. Beaucoup d'infos. Tout d'abord, les trains sont 2 fois plus chers que les avions quand on parle de trajets faits depuis la France vers l'international, selon un nouveau rapport de Greenpeace à l'échelle européenne. Très intéressant, on va en parler. Et ensuite, les publicités pour les énergies fossiles continuent en France, malgré la loi climat et résilience. Il y a aussi un énorme projet, c'est un projet de loi qui se veut un peu... l'industrie verte, on va essayer de favoriser les solutions vertes et tout. Et bon, on va voir un peu que le contenu, c'est pas ça. Mais, petite note positive pour la fin avec une sortie d'un produit dont je voulais vous parler. Let's go. Allez, le petit jingle. Jingle. Voilà, donc ça c'était le petit jingle, on a rajouté ça depuis la dernière fois. D'ailleurs, pas mal de nouveautés depuis la dernière fois. Oui. Donc pour ceux qui avaient réussi à écouter le premier épisode, on est maintenant référencé sur quasiment toutes les plateformes. Donc c'était un travail de petite fourmi pour aller sur chaque plateforme, référencer le podcast, mais ça y est, donc n'hésitez pas à proposer, même si vous avez d'autres plateformes qu'on n'a pas encore ajoutées, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, n'hésitez pas à proposer donc tous les liens sont sur lerendezvous.fr. N'hésitez pas si vous voulez envoyer le lien à un ami s'il a une plateforme où il écoute les podcasts. Normalement, ça devrait y être. Et ça, c'est cool. C'est pas encore bien référencé, hein. Ils sont un peu en mode bon, ok, vous avez fait un épisode, donc il y a un lien. Mais bon, si vous faites la recherche, ils attendent. On verra. Ils attendent qu'il y ait 2, 3, 5, peut-être 10 épisodes. Mais ça va venir, les gens, ça va venir. Lentement mais sûrement. Bon, est-ce qu'on se lance? Est-ce qu'on parle un petit peu d'écologie? Podcast, épisode centré pas mal sur l'écologie. Ouais, moi j'ai pas trop vu. Donc c'est toi qui veux nous parler de cette news sur les trains 2 fois plus chers que l'avion? Ouais. Explique-moi un peu. En fait, j'ai vu ça l'autre jour. Il y a un rapport européen de Greenpeace qui est sorti. Alors, je trouve que l'utilité de ce rapport, c'est que, tu vois, toi et moi, les gens en général, on peut avoir l'impression souvent que voyager en train coûte plus cher dans plein de situations que les mêmes trajets en avion, les trajets équivalents en avion. Mais ça, c'est qu'un ressenti. Et maintenant, on a des chiffres pour corroborer cette impression que pas mal de gens ont. Et en fait, donc une étude de Greenpeace faite à l'échelle européenne sur plein de pays, les 27 pays du vieux continent, qui montre en fait que voyager depuis la France vers une métropole européenne en train coûte en moyenne 2 fois plus cher qu'en avion. Mais c'est intéressant parce que du coup là, l'étude elle est centrée sur les vols et les trains en Europe, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun cas un peu piège où ce serait un train qui irait dans un autre continent quoi. Oui. Avec, je sais pas, en passant, en faisant le contour de... Non, là c'est vraiment des trucs vraiment comparables, c'est-à-dire le trajet se fait. Mais moi, ça m'est arrivé récemment. Hein. Moi, récemment, il y avait une conférence à laquelle je voulais aller, qui était en Espagne. Je suis allé voir. Je me suis dit, je vais prendre un train. C'est l'Europe. On est un grand pays, en fait, l'Europe. Une grande puissance. Toutes les villes sont reliées. Ça va bien se passer. Je regarde. Et en fait, juste l'aller, je crois, c'était 200 € l'aller. Quoi? Je devais prendre un train, puis un car, puis un autre train. C'était assez catastrophique. C'est une catastrophe. Mais 80 € en avion. C'est une catastrophe. Et au final, je ne l'ai pas pris parce que c'est toi qui m'avais appris les chiffres pour les consommations en CO2. Oui. Faudrait que tu les rappelles. Faudrait que tu rappelles un peu les écarts la dépense en CO2 au kilomètre. C'est fou. Alors, ça dépend des études qui chiffrent ça. Il y a des études qui le chiffrent à un rapport 1 à 20
On parle d'émissions de CO2 par kilomètre par passager, hein, pour être bien précis. Donc il y en a qui disent 1 à 20. Et là, dans l'article que j'ai sous les yeux, ils disent carrément 80 fois plus d'émissions de CO2 par kilomètre par voyageur pour un trajet similaire, quoi. C'est assez fou. Ça n'a aucun sens que ça coûte plus cher. Et en fait, quelles sont les explications Pourquoi Attends, 20 fois plus de CO2 au kilomètre? Ouais, au kilomètre, au passager. Donc c'est comme entre 20 et 80. Entre 20 et 80, si je fais 20 fois le trajet, c'est autant que l'avion? Littéralement. C'est ça que ça veut dire? Exactement. Donc tu peux te permettre 20 fois le même trajet, si tu as un bilan carbone donné. Si je fais un vol dans l'année et que je veux pas changer mon bilan carbone, je pourrais prendre un train toutes les 2 semaines? Oui, exactement. Ou c'est un trajet que tu fais tous les ans. Si tu veux pas dépasser ton bilan carbone, il faut que tu le fasses tous les 20 ans. Ou sinon en avion, sinon tu le fais, c'est incroyable. Il faut bien se rendre compte Rendez-vous compte le facteur est juste fou en fait. Et ça devrait être un blocage. Ça devrait être un blocage pour la plupart des gens qui savent ce chiffre, qui connaissent ce chiffre. Oui. Mais on devrait pas dépendre de ça. On devrait pas dépendre du fait que les gens voudront bien ne pas prendre l'avion. Pourquoi est-ce que naturellement l'avion n'est pas la solution la plus chère, puisque c'est la solution la plus problématique vis-à-vis du CO2 quand il y a un vol alternatif? Parce que là, l'étude disent que c'est 2 fois plus cher la solution qui dépense le moins de CO2. On a, en vrai, si on réfléchit, en fait, les gens qui étudient ça ont très bien pointé du doigt les raisons. Les raisons, c'est déjà que, le kérosène est largement détaxé, le kérosène est non taxé. Notre système politique, économique, notre gouvernement, en fait, ne met pas de taxe sur le kérosène. Il y a aussi la TVA à 10% au lieu de 20% pour les courriers, l'absence de TVA pour les vols internationaux. En fait, on a un système politique et fiscal ultra avantageux pour le secteur de l'aviation. Et c'est principalement ça qui explique ça. Tu as aussi des surcoûts sur le rail, par exemple les droits de péage qui sont nécessaires pour le rail. C'est environ 40% du prix du billet en moyenne, hein. C'est comme ce qu'on a sur les autoroutes. Mais en gros, si on veut résumer ça, en gros, le problème, c'est systémique. Le problème, c'est le gouvernement maintient le statu quo qui laisse ces prix-là de l'aviation plus élevés que le train. Et c'est pas vraiment stratégique au niveau d'objectifs climatiques, etc., etc. Moi, par rapport à l'avion, je trouve qu'il y a des trajets... Il y a une loi qui avait été commencée à être faite. Elle est rentrée en application, mais elle a été vidée de sa substance, en fait. C'était la loi qui permettait de obliger les gens à utiliser l'alternative de train, si elle existe. Sauf qu'au final, ça vise que 2 trajets tellement ils ont détruit la loi. Oui. Moi, je pense qu'il faudrait généraliser ça. Et il faudrait faire en sorte que ce soit pas plus cher que l'avion. C'est-à-dire, il faut pas que cette loi, en faisant entrer en vigueur la loi que l'alternative, ça doit être le train, il faut pas que les gens en pâtissent, tu vois. Et plus généralement, avec l'avion, moi, j'avais déjà proposé pour l'avion que tu peux avoir besoin de prendre l'avion. Mais que le problème, c'est l'usage abusif de l'avion. Donc, une manière de régler ça, ce serait de dire que chaque fois que tu prends l'avion, donc c'est quelque chose qui est lié à ton... comment on appelle ça? Nominatif. Oui. C'est lié à ta personne. À chaque fois que tu prends l'avion, en gros, le billet double, par exemple. Le prix du billet double. Et ça, c'est chaque année. Donc chaque année, tu as on va dire un compte. Ouais. Si tu prends un billet, tu te rends même pas compte qu'il y a eu une augmentation des prix de l'avion. D'accord, et ça reset tous les ans. Et tous les ans, ça reset. Et du coup, pourquoi faire ça? Parce qu'il y a des gens qui, juste, ils prennent l'avion parce qu'ils ont besoin de voir leur famille à l'étranger, ils ont besoin de voir leurs amis, ils ont besoin pour le travail. Bien sûr, ouais. Mais il y a des gens qui prennent l'avion de manière abusive. Moi, je connais personnellement des gens qui, sur un coup de tête, se disent « Je vais faire un aller-retour ce week-end pour aller dans une capitale européenne, aller parce que je me sens pas très bien, tu vois. » Et ça, il faudrait que la personne, sans même connaître toutes ces histoires de CO2, sans même connaître... elle se dise « Ah non, c'est pas rentable pour moi de faire ça. Viens, je prends plutôt un petit train et je vais à la campagne
Et elle ne va même pas se rendre compte qu'on a diminué sa qualité de vie ou quoi que ce soit. Juste, elle va faire des calculs rationnels. Elle va se dire comment je fais pour optimiser mon tarif, etc. Et la personne va juste ne pas acheter une 4e fois cette année un billet d'avion. Non, mais c'est vraiment ça. Moi, j'ai l'impression que dans l'approche actuelle du gouvernement, du statu quo, ce qu'on entend la plupart du temps dans les médias mainstream, des choses comme ça, c'est souvent cette approche individualiste de dire, en fait, on va compter sur la vertu individuelle qui vont faire ses choix. Mais là, ce que tu proposes, toi, ça serait que, en fait, le système te pousse naturellement à faire des choix pro-écologie et sans même que tu t'en rendes compte, sans que ça soit un truc qui pèse sur toi, où tu te sens contraint par un État tout-puissant qui vient t'imposer, etc. En fait, on a un tas de mécanismes, on peut littéralement rendre ça beaucoup plus à la fois écolo et à la fois sain et rendre les gens heureux, etc. Enfin bon, c'est... Moi, j'avais une idée sympathique. J'ai vu qu'il y a pas mal de voitures. Ils commencent à faire des voitures, genre la voiture Ami, Ouais. qui sont des voitures assez petites, qui vont pas une très longue portée, je crois que c'est 80 km ou quelque chose comme ça. C'est sans permis en plus, non? Ça peut être sans permis, tu peux l'utiliser sans permis, etc. Mais c'est pas des voitures que tu vas utiliser pour aller de Paris à Marseille, par exemple. Donc ça serait hyper intéressant que, au lieu de faire une aide où ils donnent de l'argent, où il faut remplir, parce qu'il y a des aides actuellement, mais il faut remplir un dossier, le constructeur, on ne sait pas s'il y a des magouilles, genre est-ce que le constructeur augmente son prix vis-à-vis du fait que tu vas avoir une aide derrière, on sait pas trop. Moi, je trouve que ça serait beaucoup plus logique que l'aide, ce soit, si tu achètes cette voiture-là, tu as tous tes trajets en train qui sont gratuits. Ah. Puisque tu as la voiture qui te permet les déplacements dans ta ville. Ouais. Mais tu n'as du coup plus de véhicules entre plusieurs villes. Et donc, on te donne la possibilité d'aller en train. Compensation. Une compensation, parce que maintenant, tu peux plus utiliser de voiture. Tu as renoncé à la possibilité d'utiliser ta voiture pour aller de ville en ville. Et donc maintenant, tu as un pass pour pouvoir aller, pendant toute la durée de vie de la voiture, en train. Et comme ça me permet de passer progressivement vers la gratuité des transports en commun, qui est ce qu'on vise quand même. Ah. Ne me démarre même pas sur ce sujet, parce que moi, je peux te parler de ce sujet-là pendant des heures, il n'y a pas de souci. Mais j'ai regardé les aides, je crois que tu pouvais avoir des aides à 700 € à un moment. Quand tu fais le calcul, au final, vu les prix des trains et tout, je pense qu'on est dans des considérations similaires. Je pense pas que l'État payerait plus en faisant ça. Mais je pense que ce serait beaucoup plus attractif l'idée que, en achetant cette voiture-là, ton mode de vie va changer et on va te donner la possibilité d'aller en train gratuitement. En plus, ça, c'est un truc qui marche déjà pour les gens, tu sais, quand il y a un produit où il y a une chance d'avoir un avantage sur tel truc, une réduction, des choses comme ça, c'est déjà culturellement un truc qui pousse les gens qui incite les gens à faire telle chose, quoi. Donc ça, c'est une bonne idée, hein. Moi, je trouve que ça marcherait de fou. Ouais, et si en même temps, ça peut pousser la personne à l'utiliser, son avantage. Au lieu de, par exemple, prendre la voiture d'un ami, ou même un avion. C'est-à-dire, tu pousses la personne à prendre la voiture, la petite voiture électrique qui permet du coup d'utiliser très peu d'énergie dans les petits transports, et tu la pousses en même temps sur ces transports longue distance, vu qu'elle a un truc gratuit, une alternative gratuite, à remplacer naturellement pas mal de ses déplacements par du train, quoi. Voilà, c'est la petite idée, je pose ça là. Petite proposition, bah, j'aime bien. Hein. Mais ouais, heureusement qu'il y a des assos qui font le taf comme ça pour nous sortir ces chiffres, parce que c'est vrai que c'était juste une impression. Maintenant, vous pouvez le dire officiellement, vous pouvez dire oui, il y a une étude, deux fois plus, le prix est 2 fois plus cher, c'est pas normal, ça devrait changer. Puisque de toute façon, il faut que les gens prennent le train et non pas l'avion quand les deux sont disponibles. Donc, ouais, et puis ils mettent ça en parallèle avec les autres pays européens, du coup c'est intéressant. La France, en fait, c'est le pays où le ratio des prix est c'est le 3e pays où le ratio est le pire. Il y a que, si je me souviens bien, la Belgique et le Royaume-Uni où c'est encore plus élevé que x2. En fait, c'est x2,6 pour être précis. C'est encore pire que ce que dit le titre de l'article en vrai. Mais voilà, donc vraiment, la France n'est pas du tout en train de mettre en place une politique à la hauteur pour encourager les gens à prendre le train. Et dernière petite info croustillante quand même, le média d'investigation L'Informé révèle que la ligne aérienne
entre Strasbourg et Berlin, arrêtée en 99. Ligne aérienne, ligne d'avion. La ligne va être relancée grâce, entre autres, au soutien de l'État français qui prévoit d'investir 4,5 millions d'euros. Donc voilà, visiblement, on a un gouvernement qui va dans le sens inverse total de ce qu'il faudrait sur cette question. L'État français va donner 4,5 milliards d'euros ? Millions, pas milliards. Ah, millions d'euros ? Ouais. Bon, c'est une petite aide, mais visiblement, même de subventionner... De base, pourquoi il y a une subvention pour une ligne aérienne ? C'est quoi Ah, je sais pas. Il y a des rails dans l'espace, Très bonne question, je sais pas. C'est pour aider les entreprises, écoute, c'est pour l'économie, pour la relance. Non, je sais pas, c'est une bonne question. Attends, je regarde un peu une carte, parce que Strasbourg-Berlin, c'est pas si long que ça, si ? Non, c'est vraiment pas si long. C'est vraiment... Il y a sûrement un train, enfin bon, bref. Ah oui, il y a des trains. Je pense qu'il faut pas rentrer dans le détail parce qu'on va juste déprimer, je pense, sur ces choses-là. Est-ce qu'on passe au projet de loi Alors avant, j'aimerais dire aux auditeurs qu'il est possible de nous poser des questions parce qu'il y a un segment, bien sûr, après tous les sujets d'actualité qu'on va traiter, il y a un petit segment où nous répondons aux questions des auditeurs. Alors soit vous écoutez en live actuellement, là maintenant, dans ce cas-là, vous pouvez... pendant le stream, posez vos questions en faisant un don sur ko-fi.com/badmulch. Soit vous êtes en VOD, donc vous nous écoutez pendant la semaine. Déjà, merci, ça fait plaisir. Et vous pouvez aussi poser vos questions, mais dans ce cas-là, on y répondra la semaine prochaine. Il faut préciser quand même que c'est pour le podcast quand vous faites votre question. Mais voilà, donc n'hésitez pas pendant le stream à faire vos petits dons avec vos petites questions associées. Et oui, on répondra à tout ça. Alors, si c'est des bonnes questions, on peut partir sur des tangentes. Ça peut, oui, on peut rentrer dans le détail. On peut rentrer dans des gros détails où pendant une heure, c'est totalement une possibilité. N'hésitez vraiment pas à nous poser des trucs très précis si vous voulez qu'on développe. Ok, donc ouais, toujours sur le sujet de l'écologie. Il y a en fait le gouvernement qui va relancer la ligne aérienne Strasbourg-Berlin et aussi en train d'un peu ignorer la loi qui a été votée, donc la loi climat et résilience, qui était une loi qui a été promulguée en août 2021, qui avait pour but d'interdire la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Ok. Donc cette loi-là, elle a été promulguée en août 2021, mais il n'y a pas eu de décret d'application. Donc il n'y a pas vraiment eu d'explication sur comment la loi devait être mise en place. Et donc aujourd'hui, les entreprises continuent à faire de la publicité pour les énergies fossiles. Déjà que cette loi, elle est très très faible. Déjà que c'est déjà une loi qui est assez faible parce que la publicité pour les énergies fossiles, c'est déjà quelque chose de très peu courant. Oui, c'est quoi ? C'est genre la publicité pour une station d'essence ? Oui, tu vas faire la pub pour une station d'essence en particulier, par exemple. Je sais même pas si j'en ai déjà vu, ça me dit rien personnellement. Pas trop, mais en fait, à la base, je pense que c'était pour essayer de faire croire qu'ils avaient accepté la loi qui avait été proposée par la Convention Climat, qui était une très bonne loi, qui était par exemple d'interdire les publicités pour des produits à forte consommation de CO2, comme les 4x4 par exemple. Donc il y avait une proposition de loi qui avait été faite pour interdire la publicité sur les 4x4. Ça, c'était déjà beaucoup plus vigoureux comme loi pour essayer de changer les choses. Là, c'est la publicité pour directement la matière première. C'est comme si on découvrait que c'était quoi ? L'amiante. Ouais. On découvre, ça y est, l'amiante est source du cancer, tu vois. Et là, la loi, c'est vous n'aurez plus le droit de faire de la publicité pour l'amiante. Mais attendez, vous voulez pas enlever l'amiante qu'il y a actuellement dans tous les bâtiments et tout ? Non. On va faire une loi. On va dire l'amiante à partir de maintenant. Vous pouvez plus dire acheter de l'amiante. J'adore le concept que tu peux toujours faire des pubs pour des voitures, des gros SUV, des 4x4 et tout. Par contre, juste tant que tu fais pas la pub pour l'essence que tu seras de toute façon obligé d'acheter, évidemment, pour pouvoir rouler dans ta voiture. Enfin, c'est... Donc de base, la loi
très très faible, très très en deçà de ce qu'on espérait, hein, d'un président qui a quand même dit Make our planet great again, etc. etc. On s'en souvient quand même de cette belle époque. Ouais. Et non, c'est une catastrophe. Et du coup, qui n'est même pas appliqué parce qu'il n'y a pas de décret. Comment ça se fait qu'ils font pas de décret? J'ai l'impression que sur d'autres lois, ils sont plus prompts à faire des décrets d'application. Ouais, j'ai l'impression que sur certaines lois, comme la loi sur les retraites, il y avait un doute sur est-ce que la loi sur les retraites pourrait être mise en application parce qu'elle a été votée et ils veulent la mettre en application dès septembre. Donc c'est quand même assez violent comme... Là, par contre, ils disent officiellement non, il n'y aura pas de problème, on va y arriver à la mettre en application. Celle-là, je rappelle qu'elle a été promulguée en août 2021, donc ça fait maintenant 2 ans. Donc là, un article du Monde sur ce sujet-là nous donne des exemples de publicité. Avec l'essence à prix coûtant, c'est facile de partir. Le plus dur, c'est de rentrer. Donc ça, c'est une publicité de Leclerc. Donc c'est ce genre de pub. D'accord. C'est ce genre de pub. Mais ce qui est marrant, c'est que est-ce que ça va augmenter la consommation de CO2, ce genre de pub? J'ai l'impression que c'est plus des pubs dont le but, c'est de prendre la clientèle de ton compétiteur. Oui, ça veut dire c'est peut-être des choses qui vont influer quelle part du même marché telle ou telle entreprise va avoir, etc. On sait que les publicités fonctionnent, hein, sinon les entreprises ne dépenseraient pas tout cet argent dans le marketing et la publicité. Les gens, enfin ça les influence, hein, ça influence les choix d'achat des gens. Mais j'avoue que là, oui, je sais pas trop. Bon, je pense que ça permet surtout de faire un effet d'annonce en disant, regardez, on a fait passer cette loi. Ils peuvent, sur les plateaux télé, citer cette loi qui a été passée en 2021. Ils peuvent faire une longue liste de mesures qui sonnent bien quand tu t'es pas renseigné plus en détail sur quel était l'impact de cette loi, etc. Hein. Un peu comme la loi sur l'aviation dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Puis ça me fait penser aussi à la réforme du RSA dont on a parlé la dernière fois, où l'application là, pareil, on n'attend pas 2 ans et tout. Je sais pas si tu vois à quelle vitesse ça s'applique. Juste un petit point pour que si les gens se comprennent pas trop, la loi a été promulguée, pourquoi est-ce que elle n'est pas directement en application? En fait, dans les lois, vous avez des textes à trous, c'est-à-dire que au lieu de dire directement ce qui va se passer au sein même de la loi, dans la loi, vous pouvez avoir un texte où il y a marqué il sera déterminé par décret, par exemple le montant de l'amende. Et là, en l'occurrence, c'est la loi prévoit que le décret détermine les exigences d'un bon accès public à l'information relative au prix des énergies concernées. Donc c'est des petits détails comme ça, mais sans ce décret-là, du coup, on peut pas remplir en gros la loi pour savoir exactement comment ça fonctionne. Et du coup, au lieu de se dire bon la loi existe donc je vais pas le faire parce que c'est illégal, les entreprises continuent à le faire en se disant on peut pas nous attaquer puisqu'il y aurait aucune loi, aucun texte qui permettrait de nous conduire à la justice, quoi. Donc il continue. Intéressant. Bravo. Est-ce qu'à l'avenir il suffira de dire et ce sera déterminé dans un décret, le faire passer pour avoir toute la promo, parce qu'on rappelle que c'est le propre du greenwashing, c'est-à-dire qu'ils ont eu publiquement les articles qui disaient ça y est, le gouvernement fait voter la loi qui interdit la publicité pour les énergies fossiles. Il y a eu ces news, il y a eu ces articles qui sont sortis. Tous les points politiques qui viennent avec, l'idée qu'ils sont en train de faire des choses, etc. Bien sûr. Toute cette vague-là a eu lieu, quoi. Mais bon, après, concrètement, voilà, quoi. On peut continuer sur la volonté du gouvernement. C'est l'épisode greenwashing, hein. Cette semaine, c'est... Non, mais la volonté du gouvernement... En fait, moi, juste pour rester sur ce sujet-là encore quelques minutes, oui. Ça montre quand même qu'il suffit pas de plier le bras à un gouvernement en espérant que du coup on obtiendra ce qu'on veut. Je vois pas mal d'associations qui ne prennent pas part aux élections, qui ne prennent pas part au processus électoral, etc. et qui disent nous on s'en fiche qui sera élu président, qui sera élu député. Une fois qu'ils seront en place, on leur expliquera les enjeux, on créera du rapport de force et on leur poussera à faire passer des lois. Et là on voit le problème fondamental, c'est que
il va y avoir la surface qui permettra de calmer la foule dans les lois. Mais ils ont tellement d'échappatoires, que ce soit au niveau juste de donner un titre à la loi, puis derrière d'enlever au fur et à mesure le contenu, d'annoncer un contenu avant qu'elle soit votée, puis de retirer le contenu au fur et à mesure, Oui. de la faire passer, mais de pas faire les décrets derrière, ou même de pas mettre en place les moyens qui permettent de chasser, par exemple, créer une loi où il est très difficile après de retrouver les gens qui enfreignent cette loi. Oui, sans moyens mis en place pour concrètement appliquer cette loi et qu'elle fonctionne, quoi. Il faut une vraie volonté. Il faut bien sûr de la pression de la part du public, etc. Mais malheureusement, cette pression-là, si derrière on fait des effets d'annonce, elle peut facilement être dégonflée un petit peu. Donc il faut vraiment une volonté des élus eux-mêmes. Il faut que les gens qui agissent dans ces milieux-là essayent d'aller eux-mêmes prendre des postes d'élus ou soutiennent des gens qui techniquement ont prouvé pendant leur carrière qui soutenaient ça activement et qui une fois en poste, moi j'ai 2-3 députés que je suis régulièrement. Leur combat c'est pas un combat d'apparat, c'est vraiment c'est pas une façade, quoi. C'est pas une façade. Ils sont vraiment là pour changer les choses, oui. Ouais. Et du coup voilà, donc moi je pense qu'il faut quand on voit que derrière le combat sur le terrain en dehors des élections ça marche parce que du coup ça pousse à ce genre de loi à exister, mais derrière c'est un peu travailler à contre-courant, alors que si en plus de ça on faisait en sorte que pendant les élections on mettait au poste les gens qui de base veulent faire tout ça, ce serait beaucoup plus facile, quoi. Ouais, je suis d'accord, hein, je pense qu'on peut même parler d'une sorte de culture de non-prononciation vis-à-vis des élections, vis-à-vis des moments électoraux, des moments importants dans les institutions. Tu sais à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à Dernière Rénovation, qui font un super travail d'action, d'information. Ils passent dans les médias, ils font des choses qui sont vraiment extrêmement bénéfiques, à mon avis, pour la cause de l'écologie. Et moi, j'aime beaucoup aussi la stratégie de prendre la mesure la plus efficace. Quand on chiffre un petit peu, on se rend compte qu'en effet, la rénovation thermique des bâtiments, c'est vraiment sans doute, si on devait choisir une mesure qui nous permettrait de réduire massivement notre consommation d'énergie, c'est vrai que c'est extrêmement efficace. Donc j'aime beaucoup de choses qu'ils font. Mais c'est vrai que sur la présidentielle 2022, ne pas prendre position... Les législatives aussi. Et les législatives aussi, c'est... Enfin voilà, c'est juste un exemple qui me vient en tête, mais il y a beaucoup, c'est pas que eux, bien sûr, mais je pense que... Ouais, je suis totalement d'accord avec toi qu'il y a un souci là-dessus. Hein. Et du coup, on enchaîne avec un autre projet de loi. Celui-là est beaucoup plus récent, parce qu'il était examiné cette semaine. Et c'est la loi sur l'industrie verte. Ah oui, celle-là, ouais. Et là, on a un exemple encore plus probant du fait que on met un joli nom, et puis derrière le projet... Donc c'est une loi, il y a la gauche, la NUPES, tout ça. Ils ont soit voté contre, soit ils se sont abstenus. D'accord. Déjà, qu'est-ce que tu penses de ça, que quand il y a des lois sur l'écologie et qu'elles sont très 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 dénuées de sens, c'est-à-dire elles sont vraiment... Ouais, elles vont servir beaucoup plus à faire de la communication gouvernementale que c'est ça. Réellement changer les choses. Est-ce qu'il faut voter ? C'est une question compliquée. Hein. C'est une question compliquée. Parce qu'après, derrière, t'es toujours perdant. T'es toujours perdant. Ouais, t'es perdant, ouais. On vient de voir, on te dit, mais vous avez voté cette loi, et pourtant vous dites aussi qu'elle ne va pas être efficace. Vous votez pour des choses qui ne sont pas efficaces. Et si tu la votes pas... Mais vous arrêtez pas de dire vous êtes pour l'écologie, et là, quand le gouvernement essaye de faire un pas vers vous, oui. vous lui crachez dans la main. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Donc là, c'est une loi, donc industrie verte, peut-être tu veux faire un petit point dessus ? Alors, du coup... Pour qu'on sache de quoi il s'agit déjà. À la suite des sénateurs, les députés français examinent cette semaine le projet de loi Industrie verte qui vise à propulser la réindustrialisation décarbonée de la France. Beaucoup de grands mots. Le texte raccourcit les procédures d'obtention des autorisations d'ouverture d'usines
et met l'accent sur les énergies renouvelables. Voilà, donc D'accord. ça, c'est un article sur la revue des transitions. Ouais, donc en gros, si j'ai bien compris le projet qui est proposé, il y a deux gros piliers. C'est à la fois réduire le temps d'obtention d'une autorisation pour installer une usine. D'accord ? Oui. Donc le délai moyen d'obtention est estimé à 17 mois et ils promettent de le diviser par 2. Voilà. D'accord. Donc si tu as un projet d'usine, si jamais il est sur des sujets écologiques, il divise par 2. Maintenant, les sujets écologiques, c'est assez large et ils se réservent par décret de choisir des gros projets importants qui bénéficieront aussi de ce genre de choses. D'accord. Et l'investissement, ils veulent un investissement via l'épargne privée et non pas via le public. Ah oui, d'accord. On continue vraiment dans le statu quo, il n'y a pas de... D'accord, ok. Ils vont lancer des produits d'épargne, donc le plan épargne avec climat, plan épargne avenir climat. Donc en gros, tu vas aller à la banque et il y a un nouveau produit financier qui s'appelle plan épargne avenir climat. Tu pourras mettre de l'argent dessus et du coup, l'État, le gouvernement va choisir, donc va décerner un label aux entreprises dites vertueuses pour qu'elles puissent privilégier pour qu'elles aient un accès privilégié à la commande publique et sans doute du coup à ces fonds-là de cette épargne. C'est pas hyper clair quels sont les critères de ce label, c'est pas hyper clair pourquoi les gens auraient intérêt d'investir dans ces fonds-là. Moi j'ai un peu peur que les gens se disent ah bah voilà je n'ai qu'à financer ça et ça financera des choses qui sont bonnes pour le climat et que derrière le label on sait pas trop on sait pas trop à quoi ça correspond. Oui. Et que peut-être on est en train de refinancer juste une usine de base quoi, parce que il faut savoir que c'est une loi, c'est ça qui est assez vicieux, c'est avant tout une loi de réindustrialisation. Oui. Donc est-ce qu'on n'est pas juste en train d'observer une loi de réindustrialisation avec juste toute la communication verte autour, parce que sinon ce serait inacceptable en 2023 de parler de réindustrialisation avec des usines, de remettre des usines en France, vu l'état de l'écologie, etc. quoi. Ouais, alors... Est-ce qu'ils essaient pas de faire passer la pilule, quoi ? C'est ça ma question. Ouais, c'est possible. Alors, je lis là que le projet de loi contient des mesures de soutien à la décarbonation de l'industrie et à l'investissement dans les 5 technologies du Big Five, à savoir l'éolien, le photovoltaïque, l'hydrogène décarboné, les pompes à chaleur et les batteries. En vrai, c'est bien ça. Pompe à chaleur, c'est clairement bien. L'hydrogène et les batteries, décarboné, c'est plus compliqué. oui. Bon, l'hydrogène décarboné, ça peut être intéressant. Ça dépend un petit peu de... Attends, qu'est-ce que t'appelles hydrogène décarboné ? Parce qu'avec l'hydrogène, c'est toujours intéressant. Ouais, hydrogène décarboné, à mon avis, c'est tu produis de l'hydrogène par électrolyse de l'eau et tu les stockes sous pression et tu les utilises pour récupérer de l'énergie, comme stockage d'énergie, peut-être pour les voitures à hydrogène, peut-être pour du stockage... Mais pourquoi décarboné du coup ? Peut-être en référence au fait que l'immense majorité de l'hydrogène utilisé actuellement vient d'hydrocarbures et est un sous-produit de ça. Je sais pas, c'est ma conjecture, hein, je sais pas. Faudrait voir, mais de toute façon, il n'y a pas beaucoup de... Donc, ok, c'est pour différencier avec l'hydrogène qui est extrait d'hydrocarbures fossiles. Actuellement, je pense que c'est genre 99%. 95%. Plus de 95% de l'hydrogène utilisé à ce jour sur Terre est extrait d'hydrocarbures fossiles. Donc mais il faut faire attention quand même avec cette histoire de hydrogène décarboné. L'hydrogène, elle est issue de l'électrolyse. L'électrolyse a besoin d'électricité. Et l'électricité, ça dépend quelle source d'énergie tu utilises. Bien sûr, ouais. Si tu utilises une usine à pétrole, ouais. tu crées de l'hydrogène décarboné parce qu'on utilise l'électricité. Tu utilises du charbon pour faire ça. Voilà. Ouais. Et sachant que l'électrolyse, le bilan de conversion, il est catastrophique actuellement. C'est-à-dire pour stocker une énergie avec de l'électrolyse, on perd beaucoup d'énergie.
Donc l'hydrogène, faire un peu attention, c'est souvent un mot qui permet de parler d'énergie d'avenir, etc. Mais c'est pas une source d'énergie en tant que telle. C'est comme une batterie, quoi. C'est du stockage. C'est du stockage. Donc éolien, photovoltaïque, hydrogène carboné, pompe à chaleur. Et aussi, le gouvernement prévoit de simplifier et raccourcir les délais d'autorisation d'implémentation des usines. Mais c'est n'importe quelle usine? Bah, visiblement, c'est les usines qui seraient dans ces industries-là. Après, il faut voir concrètement, parce qu'imaginons une usine qui techniquement fabrique des pièces qui servent dans ces industries-là, mais il faudrait regarder les clients, parce que apparemment, ça reste totalement du privé. Ça reste des choses... faut regarder comment les critères précis pour rentrer dans ce cadre-là. Quoi, pour essayer d'être fair, quand même, ouais. C'est bien d'essayer de encourager ces usines-là à s'implanter. Mais est-ce que le problème d'implantation de ces usines-là, c'est vraiment le fait qu'ils ont une demande qui dure 17 mois? Ouais, j'ai pas l'impression. j'ai plus l'impression... Est-ce que c'est pas un problème économique où il faudrait qu'il y ait de l'investissement de la part de l'État? Parce que derrière, il faut faire... Vu que c'est plus rentable de faire d'autres choses que de faire du renouvelable pour le moment, puisqu'il y a énormément de recherche, que c'est des énergies nouvelles, etc. Tant qu'il n'y aura pas des subventions de la part de l'État, je vois pas pourquoi est-ce que on le ferait, quoi. Je vois pas pourquoi une personne qui a de l'argent investirait là-dedans. Si elle investit là-dedans, bah c'est toujours le problème de l'investissement privé. Ils se basent sur ce projet de loi sur l'investissement privé. Ils disent on va créer un nouveau produit financier pour qu'on ait de l'investissement privé, etc. Mais c'est le problème, c'est si on a de l'investissement, un acteur rationnel sur les marchés va utiliser cet investissement pour les produits financiers qui rapporteront le plus. Oui, c'est le principe du capitalisme. Ouais. Pas en se disant... je vais faire du bien, je vais faire des trucs vertueux avec mon argent. Et il y en a qui se disent ça. Il y en a. Mais, du coup, ils gagnent moins d'argent. Et du coup, ils ont moins d'impact sur le long terme sur les marchés. Et du coup, il faut comprendre que systémiquement, les acteurs qui ont le plus d'impact sur les marchés ne font pas des choix moraux. Ils font des choix rationnels pour maximiser leur retour sur investissement. Ouais. Oui, non, c'est vraiment ce qu'ils disent là. Hein. Ils disent, pour financer cette politique, le gouvernement compte sur la mobilisation de l'épargne privée. Cette solution sera renforcée par l'épargne retraite et l'assurance vie afin de récolter 5 milliards d'épargne privée. Ok, donc mon avis là-dessus, on part du principe qu'il y aura l'épargne. Bon. Okay. Mon avis là-dessus, il faut de l'industrialisation dans ces sujets-là qui ont été énoncés, mais du coup, il faut que ce soit l'État qui le finance. Il faut que ce soit faut que l'État subventionne ces choses-là. Pourquoi pas carrément l'État lui-même se lance dans des plans de construction d'éoliennes. Je pense que l'État lui-même a besoin d'électricité et l'État lui-même pourrait financer les chantiers là-dessus, quoi. Bah clairement. Là, il n'y a pas de direction. En fait, il y a dans cette loi-là, peut-être qu'il y en a autre part, mais dans ce truc-là, il n'y a pas d'investissement public. C'est pas directif, en fait. Et puis, moi, je me souviens, on parlait il y a quelques mois des plans d'investissement pour les ENR en France, les énergies renouvelables. Je rappelle que, par exemple, selon les derniers rapports RTE, qui essayent d'estimer dans quel scénario réaliste on arriverait à atteindre nos objectifs climat d'ici 2050 pour l'économie française, dans les scénarios où on respecte ça, dans le scénario avec le moins d'énergie produite par énergie renouvelable, c'est quand même 50% du mix énergétique, du mix électrique pour la production d'électricité, on parle bien. Mais c'est 50% minimum. Et ça, c'est le scénario où il y a le moins de nucléaire. On aurait baissé à 50% la part du nucléaire. Où il y a le plus de nucléaire, pardon. Où il y a le plus de nucléaire, oui. En fait, ce que dit ce rapport-là, c'est que dans tous les cas, il faut un investissement massif dans les énergies renouvelables si on veut respecter les objectifs climat du pays. Et donc, là, on parle de 5 milliards d'investissements privés. Enfin, je veux dire, c'est une fraction d'une fraction de ce qu'il faudrait. Moi, je me souviens, on parlait de
plutôt de l'ordre de 100 milliards, 200 milliards sur 5 ans. Ça dépend des programmes là-dessus, mais c'est plutôt ces ordres de grandeur-là hein, pour respecter les objectifs. Donc voilà, c'est pas vraiment à la hauteur. On a une conclusion apparemment du socialiste Gérard Le Seul, qui estime que le projet de loi vise uniquement à attirer les investissements étrangers en échange de cadeaux fiscaux, voire de réduction de la vigilance environnementale. Moins dur, l'écologiste Charles Fournier regrette que le texte ne respecte pas les limites de ressources de la planète. Bon, Tous ces élus prévoient de soutenir la motion de rejet des Insoumis, qui évoque, eux, une coquille vide et un greenwashing honteux. Bon. Alors apparemment, il est impossible de faire des dons sur Ko-fi actuellement. Ah, je regarde ça. Bon bah les gens, on essaie de régler le problème technique s'il y en a un et on vous tient au courant. Mais ouais, donc sur cette loi, je comprends le fait de ne pas la voter ou même de voter contre. Parce que finalement, est-ce qu'on peut pas revenir... Parce que tu sais, on parle de sujets un peu compliqués avec l'industrie, etc. Ouais. Est-ce qu'on peut pas revenir à concrètement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Imaginez que quelqu'un ait un besoin très clair. On a un besoin très clair, on a besoin d'installer de l'énergie. Faisons une analogie. Vas-y. Ok? Mettons que par exemple, dans une maison, tes enfants aient besoin d'argent pour manger à midi. Je vois. Ok? Ouais. Tu leur dis, en fait, quand tu payes en carte bleue, ça met du temps à accepter le paiement. Oui. Donc à partir de maintenant, tu vas payer en liquide. Et comme ça, ce sera directement que tu pourras t'acheter à manger. et là, l'enfant, il te regarde, il dit mais du coup, tu vas me donner de l'argent pour que je puisse manger à midi? Ah non, le montant reste 0. Mais tu pourras le payer en liquide maintenant, alors qu'avant, t'étais obligé d'utiliser ta carte bancaire. Ouais, j'aime bien la fausse solution, quoi. Par contre, tu peux demander dans la rue aux gens s'ils veulent te donner de l'argent pour financer ton repas. Oh non. Mais voilà, donc là, le besoin est très clair. On cherche pas à faciliter l'installation administrativement, etc. Et c'est vrai, est-ce que ça court pas justement? Est-ce que c'est encore pas plus vicieux que ça? Parce que vu que le délai d'installation des usines est diminué, est-ce que ça veut pas juste dire qu'on va ignorer certains critères pour permettre aux usines de s'installer plus vite? Parce qu'il y a pas mal de choses à checker quand on installe une usine, hein, au niveau de la... Genre, est-ce que ça check pas mal est-ce que ça respecte des normes? Ouais, y a beaucoup est-ce que de ça normes, respecte très encadré. les projets, justement, vis-à-vis de l'écologie? Normalement, tu fais un bilan sur tes dépenses énergétiques, etc. Est-ce que tu vas complètement détruire le territoire, les sols? Et là, on dit, au lieu que ce soit en 17 mois, maintenant, on va vous le faire ça sera fait en 9 mois, en 8 mois. Je sais pas si c'est super. Hein. Donc voilà, donc encore une fois, c'est un projet. Donc dans l'idée, oui, on veut favoriser l'implantation d'usines pour le renouvelable. Mais est-ce qu'on n'aimerait pas le favoriser en le faisant? Vous avez de l'argent public, il sert à ça. On a un budget public de centaines de milliards d'euros disponibles. On pourrait en avoir plus en plus en récupérant la fraude. C'est vraiment cool que les dons pendant le stream ne fonctionnent pas actuellement. Attends, t'as vérifié? Non, j'ai vérifié, regarde, sur le site lui-même. Comment c'est possible? Parce que oui, les gens sur le site, il y a un petit bouton qui a été ajouté. Ça fonctionnait très bien hier. Pour faire un don, et actuellement, ça fonctionne pas. Attends, mais c'est du côté de Ko-fi? Oui, j'ai l'impression, regarde. Voilà. Donc, on peut pas. Ah, mais c'est juste sur le site, mais ils peuvent aller sur le site Ko-fi, non, sur le site lui-même. D'accord, mais sur Ko-fi, ça marche quand même. Non, sur le site lui-même de Ko-fi, il n'y a pas de bouton donate. Comment ça se fait? Hier, il y en avait un? Tu n'as aucun bouton donation sur le site. Bon, je sais pas. Tu nous expliques ce qui t'arrive? Je regarde de mon côté. Ça, c'est les news un peu de la... c'est les news de la neutrosphère. Mais je sais pas, j'ai streamé toute la semaine et j'avais un bouton. T'as refusé les dons, t'as eu trop de dons, t'as dit à partir de maintenant je refuse. Attendez, j'ai un truc pour... Il me dit, mettez un bouton sur votre site.
Non, c'est pas Je mettre suis un sûr bouton. que c'est toi. Je suis sûr que c'est parce Non, que t'as mis regarde, le bouton ok. sur le site du rendez-nous. Je te montre très simplement. Moi, j'ai une page et il y a le bouton type. D'accord, ok. Et toi, t'as ta page et il n'y a pas le bouton type. Ah, juste, je te tiens au courant du fait que t'es en train de détruire complètement. Les gens, il est juste en train de saboter complètement le podcast. Non, je vous promets, les gens, il y avait un bouton hier. J'ai fait tout un stream, j'ai reçu des dons. Qu'est-ce que t'as fait? Je suis en train de regarder. Il me dit Add a coffee widget to your website. Non, mais c'est pas ça. Ça n'a Comment on aucun fait rapport alors avec ça. Mais... Oui, non, c'est pour un site tiers, ok. il me faut du support technique. C'est la pire. Vas-y, attends. Bon, les gens, en attendant, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'écologie? Vous avez vu les températures dans le Death Valley? Il fait genre 55 degrés. Genre, c'est ça, c'est fil avec ça. Oui, mais c'est le meilleur sujet. De toute façon, en ce moment, on va que parler de la météo. Hein. Le reste de votre vie, ça va être parler de la météo qui va se réchauffer d'année en année. Ça va être super, les gens. Mais on est d'accord que... Comment je suis censé faire? Je sais absolument pas. Est-ce que c'est pas tes données qui ont été supprimées? Comment ça? J'en sais rien. Je sais pas ce que tu nous as fait là. Bon, on va continuer à chercher. Bon, du coup, j'enchaîne pendant que tu cherches. Parle-nous Ok. du nouveau PC Ouais. réparable. Là, ça, c'était très cool, ça. Alors en fait, je vous explique. Parce qu'il n'y a pas que des mauvaises news. Heureusement qu'il y a le marché libre et non faussé privé qui permet de proposer librement sur le marché des solutions. On adore l'innovation. En fait, il y a une entreprise qui s'est lancée assez récemment quand même, ça doit faire 2-3 ans je crois, qui s'appelle Framework. C'est une entreprise qui fait des laptops, donc des PC portables, modulables et réparables. Donc c'est assez intéressant, tu peux à la fois changer les pièces toi-même, en commander, par exemple ton écran se casse, tu peux commander l'écran, et l'ordinateur est fait pour pouvoir être réparé. Sans trop d'outils, il y a un seul, tu as besoin d'un seul screwdriver, il n'y a pas d'éléments collés complètement. Oui. Des fois, tu répares des choses, tu casses, tu es obligé de casser des Ouais, parties. ouais. Donc voilà, donc celui-là, C'est fait pour que tu puisses pas le réparer. celui-là il est réparable. Et là, du coup, la news, c'est qu'ils ont sorti. Jusque-là, ils avaient sorti un petit laptop, vous savez, 13 pouces, où vous pouvez juste voilà, faire des petits trucs. Mais ça a marché. Donc, c'était leur produit de lancement. Donc, ça a fonctionné. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ils lancent un deuxième format qui est donc un 16 pouces, beaucoup plus grand, qui est vraiment un vrai PC, cette fois-ci avec un GPU, etc. Propre. Et donc, ça fait plaisir de voir qu'une entreprise qui a pas vraiment d'avantage, si tu prends que le point de vue purement capitaliste, l'ordinateur est plus cher. L'ordinateur a sans doute moins de fonctionnalités par rapport à certaines choses, par rapport à certains autres concurrents, mais l'aspect écologique et l'aspect modulable, etc., le fait que tu ne vas pas jeter tous les composants quand il y en a un qui s'arrête de marcher ou quand il y a un nouveau composant de meilleure qualité qui va sortir, fait que les gens ont soutenu ce projet. Oui, il y a un marché pour ça. Il y a une demande pour ce type de produit, très clairement. Hein. Et Mais ça se fait de plus en plus ces dernières années, des choses comme ça. Mais c'est assez cool de savoir que du coup ça fonctionne, de parler aux gens du renouvelable, de parler aux gens de l'économie circulaire, de parler aux gens de tout ça, parce que du coup ça les met dans un mindset qui fait que quand il y a des produits comme ça qui apparaissent, ils en ont envie parce qu'ils sont informés sur ces sujets-là. Et ben moi ça me fait plaisir de voir que ça existe. Moi, ça me rappelle le Fairphone. On en avait beaucoup parlé, mais c'est aussi un super projet de faire un smartphone modulable. Ouais, Alors, je suis plus critique sur le Fairphone. Hein. je sais que récemment, au final, le développement de Fairphone... Bah, d'ailleurs, donne-nous ton avis. Tu veux donner ta take sur Fairphone et tout? Donc là, je suis assez content par rapport à l'ordinateur de Framework, parce que ils en ont sorti un nouveau modèle qui est plus grand. Ils ont sorti l'année dernière une nouvelle carte mère, d'accord ? Ouais. Dans la carte mère elle-même, il y a un nouveau CPU et tu peux juste acheter la nouvelle carte mère avec le nouveau CPU, le changer, changer la carte mère assez facilement
et tu n'as pas à racheter tout le PC. Et tu as un nouveau PC, c'est-à-dire c'est la nouvelle génération de processeurs que tu es en train d'utiliser. Et tu peux même te resservir de l'ancienne carte mère en tant qu'ordi de salon, peut-être sur ta télé pour regarder Netflix, des choses comme ça. Tout ça pour dire, ils proposent des moyens de garder ton matériel et de l'améliorer lorsqu'il y a de nouveaux composants qui sortent. Ah, c'est super ça. Fairphone, eux, ils proposent des portables avec un peu cette idée à la base de pouvoir que les produits sont sourcés de manière écologique, etc. et que tu peux les remplacer pour les réparer, etc. Le problème, c'est que Fairphone, ils ont sorti, je crois, le Fairphone 4. Attends. Ou le Fairphone 3. Ouais, je sais plus sur le combien de ils sont. Et le problème, c'est que le seul fait qu'il y ait une itération comme ça, ils sont pas compatibles, les Fairphone qui sortent à chaque fois. Les pièces qui sortent du Fairphone 3 ne fonctionnent pas sur le Fairphone 2 et inversement. Ils ont sorti qu'une caméra de meilleure qualité. Donc il n'y a pas vraiment de chemin où tu peux garder ton portable, améliorer certaines pièces qui te tiennent à cœur. Par exemple, là je vois qu'il rame, du coup j'ai changé le processeur. Ouais. Ou je vois que l'écran, je suis plus satisfait parce qu'il y a des nouveaux écrans de meilleure qualité. Tu peux pas juste changer l'écran. Ils ont pas proposé ça. Ah mince. Ouais. Ils ont proposé de racheter un tout nouveau téléphone entièrement si jamais tu voulais des meilleures fonctionnalités. Et pour moi, ça c'est un problème parce que la batterie, peut-être qu'elle fonctionne, il n'y a pas besoin de la changer. L'appareil photo, peut-être que ça t'intéresse pas d'avoir 2 mégapixels supplémentaires. Et ils ont retiré le port jack. Oh non. Et ils vendent des earbuds. Aïe, avec des petites batteries et tout. Donc, oui, bon, ouais. Et ils ont mis deux appareils photo à l'arrière, etc. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est est-ce qu'on veut vraiment proposer un portable aux gens qui ont l'iPhone et on leur dit mais regardez, il y a le Fairphone à côté. Sachant que si tu veux le Fairphone, selon moi, tu vas pas vouloir 2 appareils photo, genre c'est bon. C'est pas vraiment le même marché, hein. C'est pas vraiment les mêmes. Oui, c'est ça, genre. Ouais, c'est pas le même profil qui achète ça. Et pourquoi avoir enlevé la prise jack, ça montre quoi, genre c'est bien. Ouais, ils se sont mis à suivre les trends de l'industrie, des autres grosses entreprises problématiques. Ouais, on dirait que ça c'est pas à la hauteur vraiment de la promesse initiale de Fairphone qui était quand même très porteur d'espoir quand c'était lancé. Hein. Et je vais vous dire quelque chose, le marché du reconditionné est extrêmement présent actuellement. Vous pouvez trouver des portables extrêmement puissants. Tu peux trouver les meilleurs portables moins cher. De il y a 3 générations, de il y a 3-4 ans. Moins cher que le Fairphone. Et le bilan carbone, c'est quoi du coup? Ouais, ça c'est... Est-ce que le bilan carbone, il est mieux pour un Fairphone? Ou est-ce que le bilan carbone, il serait pas mieux pour un portable qui aurait fini à la décharge normalement? On est même plus sûr, hein. Ouais. Donc ouais, je suis pas vraiment persuadé pour le Fairphone, moi perso. Surtout qu'ils ont mis 5G sur le dernier là qui est sorti. Le Fairphone 4, il a la 5G. Ça y est. Donc là... Attends, mais tu rigoles, mais la 5G c'est super utile. Imagine, t'es dans un stade et tout le monde a besoin d'envoyer un texto pour dire... C'est bon. Je vais pas faire le roleplay. Si, un peu de roleplay tech bro. Donc attention, je dis pas n'achetez pas de Fairphone. Comparativement à d'autres options, oui, les matériaux qui sont sourcés, ils ont un plus faible bilan carbone, etc. Mais moi, ce que je dis, c'est il y a des si tu as un téléphone de seconde main, c'est peut-être mieux qu'un Fairphone. Si aujourd'hui tu dis ah bon, genre si quelqu'un te fait la promotion du Fairphone et que ton portable fonctionne, ignore complètement. Ouais. Et c'est pareil pour le framework. Là, je vous parle du framework qui est sorti, le PC qui est vraiment stylé. Moi, je suis assez impressionné et tout. Ne l'achetez pas si vous avez actuellement un laptop qui fonctionne. N'allez pas l'acheter. C'est ça le problème. On n'est pas en train de faire de la pub pour un nouveau produit. Il faut pas changer de produit par rapport au fait qu'il serait nouveau et qu'il serait intéressant. Non, si vous en avez le besoin, faites-le. Mais j'ai un peu peur aussi de ça. C'est Fairphone, ils sortent Fairphone 4, ils vont faire la publicité, ils vont dire regardez, il y a un nouvel écran, il y a un nouveau truc. Non, le plus responsable, c'est de pas changer de portable.
le plus responsable, c'est de garder votre portable. Est-ce que ce serait pas plus responsable d'avoir un iPhone 12 et de le garder encore jusqu'à la fin du support Apple? Bah oui, Au lieu d'acheter 3 portables. La meilleure énergie, c'est l'énergie même pas dépensée initialement. C'est vraiment ça. Hein. Et aussi, un dernier argument quand même pour ce laptop. Ouais. Ça pourrait... Si tu as vraiment besoin d'un nouveau laptop, d'accord, le tien, il arrive à la fin de sa vie, il marche plus. Ouais. L'écran, il est en noir et blanc une fois sur deux, etc. On connaît. Et là, tu as vraiment besoin de changer. Ça pourrait aussi être moins cher sur le long terme de prendre un truc comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que d'accord, il y a un prix initial peut-être un peu plus élevé. Ouais, même les pièces seconde main, enfin les pièces. Tu penses pas que quand même elles sont assez chères? Ça pourrait compenser le fait de juste acheter cette pièce-là et de pas avoir à racheter tout le body, tout le. Ça dépend jusqu'à quand tu vas rester dans l'écosystème. C'est pour ça que Fairphone pour moi c'est problématique parce que comme je t'ai dit, leur track record, par le passé on va dire, ils ont sorti une meilleure caméra pour le Fairphone 3. Ouais. Donc, la pièce que tu vas changer, c'est la caméra. Et après, tu vas devoir acheter le Fairphone 4. Tandis que oui, c'est vrai que pour Framework, ils ont sorti des nouvelles cartes mères. Tu peux juste acheter la carte mère. Ils ont proposé, là, sur le nouveau laptop qu'ils ont sorti, que tu vas pouvoir changer le GPU en enlevant juste le dos du truc. Ouais, ça, c'est très cool. Ça, c'est très, très cool. Il y a aussi des besoins. Par exemple, aujourd'hui, tu n'aurais peut-être pas besoin d'un pavé numérique sur ton portable ou sur ton ordi. Honnêtement, si demain tu as besoin d'un pavé numérique sur ton ordi parce que t'es allé dans une école où tu fais du Excel, etc. Ouais. Tu vas racheter un laptop. Probablement. Ouais. Parce que si j'ai besoin de mon pavé numérique, ce qui est stupide, toutes les pièces sont là. Et donc eux, avec la modularité qu'ils proposent, tu peux techniquement décaler physiquement le keyboard de ton laptop et rajouter un module de pavé numérique. Et moi... J'ai jamais vu un laptop qui faisait ça. Je pense que c'est la première fois. Ouais. Ça m'inspire parce que est-ce qu'on veut pas à terme avoir plein de modules interopérables et juste se dire j'ai besoin d'un petit écran ici et t'as un vieux portable que tu utilises plus, tu dis je vais prendre son écran et je le mets là et maintenant t'as un écran secondaire sur ton laptop. Que tout marche avec tout. Tout marche avec tout, bah oui. Pourquoi pas? Avec des connecteurs universels, USB-C, tout ça, bah ouais. Si je veux rajouter de la batterie à mon ordi, pourquoi je peux pas prendre une batterie qui traîne? Et juste les connectiques sont faites de sorte qu'ils puissent eux-mêmes se gérer et tout. Je trouve que ça fait très genre Star Wars, Cyberpunk, genre tu prends des assemblages de techno qui n'ont rien à voir et tu crées un truc hybride et tout. Franchement, un futur comme ça, let's go. Et assez content de voir que ils sont déjà surbookés, c'est-à-dire que si tu en commandes maintenant, tu ne l'auras qu'en 2024. Donc ça veut dire que là déjà avec leurs propositions ils sont déjà surbookés, donc ça, c'est cool. Ça se vend comme des petits pains. Moi je suis chaud pour que ce soit le futur. Parce qu'ils se sont vraiment lancés sur ce modèle-là. C'est pas comme une entreprise qui essayerait de faire du greenwashing. Eux c'est leur business model. Si demain ils arrêtent de respecter ces principes-là, ils perdent leur clientèle. Et du coup ils sont assez... je trouve que le incentive à continuer leur mission de faire du modulable, etc. est assez présente, quoi. Tu sais si le body, il est en métal ou en plastique? Non, c'est en métal. Je crois que c'est en métal. Ok, cool. Mais j'espère que c'est en métal. Hein. Ce qui est bien aussi, c'est tous les modules dont je parlais là, ils ont open sourcé l'interface. Ce qui veut dire que n'importe quel acteur privé, genre toi par exemple, tu peux créer un module pour le laptop, le vendre par exemple. N'importe quelle entreprise comme ça peut arriver et dire moi je propose un module. Un module qui va fonctionner avec cet ordinateur qui rajoute des fonctionnalités. Ils ont un but de vraiment créer genre tout un écosystème de modules. C'est vraiment cool. Oui, ça serait vraiment super. Espérons que ça se développe et que ça devienne le futur des laptops. Hein. La modularité des ordi en général. Voilà. Et du coup, j'en profite pour partir sur une autre petite news que j'ai vu passer. Vas-y. En parlant de réparabilité, etc. Apple. J'ai vu passer une news comme quoi, si dans ton téléphone, la nappe électronique qui relie
la carte mère au micro est déconnectée. D'accord? Ouais. Attends, je sens un truc horrible venir. Je sais pas pourquoi. Quel est le standard que t'attendrais dans ce cas-là? Genre, il t'informe qu'il y a un truc déconnecté, Ouais, je sais pas. Genre, il te dit, il continue le de micro a été fonctionner, déconnecté. mais oui, ouais. Là, il va reboot. Il va se relancer. Il va s'éteindre et se rallumer. Attendez, genre, il envoie une requête à un Il va serveur s'éteindre de et la se rallumer. NSA. Tu ne peux plus utiliser ton portable. Ok, attends, donc, il s'éteint. Et se rallume en boucle. Et tu peux plus utiliser ton portable. Ah bah oui, attends, donc il est dans un reboot Il est dans- loop. Bah, il va rester quelques secondes allumé, puis il va s'éteindre, se rallumer. Oh, c'est horrible. Alors qu'il pourrait juste dire, le micro ne fonctionne pas, allez le réparer le micro, par exemple. Pourquoi ils font ça? Alors justement, ils sont allés voir, est-ce que juste c'est une erreur matérielle? Ouais, est-ce que c'est un bug? Ouais. Est-ce que c'est un bug? Non. Le portable sait que le micro est débranché. Il l'informe dans les logs. Dans les logs, il dit le micro est débranché. Donc le portable est au courant que le micro est débranché. Et je sais pas, peut-être ils éteignent et rallument pour essayer de régler le problème, tu vois. Ouais. Imagine le nombre de portables qui s'éteint et se rallument en boucle comme ça, et les gens se disent mon portable est cassé. Bah oui, ouais. Et le mettre dans un tiroir. Ouais, ou le jette. Et ils vont en racheter un. Mais c'est vrai que ça arrive souvent, ce truc de reboot loop et tout, c'est une erreur très, très fréquente. Si juste la nappe du micro elle est mal branchée, d'accord? Il est possible que aléatoirement, des fois ça se débranche vraiment et ton portable s'éteint et tu dis merde. Tu sais, ça arrive souvent ce truc de mince, pourquoi mon portable s'éteint en plein. Genre, je suis en train d'utiliser. Ouais, ça arrive tout le temps. Sachant que aujourd'hui, un smartphone, le micro sur un smartphone, t'en as pas besoin pour pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire que même sans aller le réparer, même sans l'ouvrir, juste on me dit votre portable ne peut pas utiliser le micro. On me le dit. Bah, je peux quand même utiliser mon portable pour d'autres choses. Hein. Déjà, je peux brancher un casque. Oui. Et continuer à utiliser l'intégralité des avec fonctionnalités micro, de mon par exemple, portable. si tu veux utiliser un micro. Non, mais c'est fou. Très étrange, du coup. Est-ce que tu as vu si Apple avait répondu à pourquoi il faisait ça? Il y a eu une communication officielle? Oui, je vous recommande Louis Rossmann qui parle très souvent de ces sujets-là. Ouais, super Louis Rossmann, ouais. C'est assez catastrophique. Mais ça, c'est que juste je donne cette anecdote parce que j'ai vu passer, mais Apple, au niveau de la réparabilité, ils sont assez catastrophiques. Ils sont parmi les pires. Mais toute l'industrie, en fait. Hein. Toute l'industrie, sûr, ouais. Samsung suit derrière. En fait, Samsung regarde ce que fait Apple et se disent, bon, ils s'en sortent comme ça. Ouais, on s'aligne sur ça parce que visiblement, ça passe, quoi. Ils le font et ça passe. Tu nous en parles alors des dons là? Non, alors depuis tout à l'heure, les gens, j'essaye de réparer Ko-fi, je comprends pas du tout ce qui s'est passé. Hein. Bah attends, mais comment c'est possible en fait? Est-ce que ce serait pas ton mode de paiement qui a été déconnecté? Non, justement, j'ai vérifié mon mode de paiement et là... Est-ce qu'il y a une FAQ? Oui, j'ai regardé sur les forums, je suis littéralement sur Reddit. Est-ce que tu as une autre plateforme de financement, un Tipeee? Alors oui, techniquement. Bah voilà, juste donne l'autre plateforme. Ok, bon, on va faire c'est une catastrophe là. Non mais je sais pas parce que... Bon ok. On va donner, mais... Ok, on va donner Tipeee alors. Je vous mets les liens les gens, ça arrive tout de suite. Je crois qu'il s'est fait pirater les gens. On s'est fait pirater, la CIA est là. La CIA nous attaque. Bon, et bah sinon, alors attends, en attendant ça, est-ce qu'on prend pas des questions du chat? T'as donné le lien? Je suis en train de le faire. Ok. Tu veux prendre les questions du chat? Ouais, peut-être mettez vos questions. Bah, moi j'ai acheté en février un Galaxy S10. Alors voilà, le chat, vous avez le lien Tipeee dans le chat, je le dis. Donc faites vos dons avec vos questions sur le Tipeee. On change. Exceptionnellement, c'est plus le Ko-fi pour cet épisode. On réparera ça très rapidement. Mais faites un petit don, posez vos questions sur Tipeee. On répondra promptement. Ouais, Ils peuvent mettre des messages sur Tipeee? Je pense. Est-ce qu'ils peuvent faire des dons uniques sur Tipeee? Oui, ça oui. Ah ok, bon, ça marche alors. Ouais, donc j'ai acheté un
un S10 en février. Donc, D'accord. honnêtement, il n'y a aucun problème d'utilisation. C'est-à-dire, je crois qu'on se rend pas compte à quel point il n'y a plus trop d'innovation sur les smartphones, en fait. On est arrivé plutôt à maturité du concept. Et en fait, autant en 2015, 2014, t'aurais un smartphone qui a 3-4 ans, t'es à la ramasse, tu vois. Genre, Ouais. techniquement, le truc Oui, clairement, ouais. n'est pas au niveau. Il y a certaines bandes qu'il ne reçoit pas. Par exemple, il capte pas la 4G, des choses comme ça, tu vois. Aujourd'hui, ils essaient de lancer des nouvelles résolutions. Ils essaient de lancer de nouvelles vitesses de rafraîchissement. Ils essaient de lancer de la 5G. Et c'est plein de choses comme ça qui n'ont pas d'impact réel dans notre quotidien, qui ne sont que des chiffres, qui n'ont pas vraiment de signification pour nous, humains. On a des yeux qui ont, avec une vue limitée. Tu nous mets du 1080p 60 Attends, FPS. quoi? T'es en train de me dire qu'un écran 4K de 5 pouces devant toi, tu vois pas la différence entre jouer à un jeu mobile en 4K et en 1080? Sur mon portable, Menteur. tu peux activer 1440p. D'accord? Ouais. Quand t'achètes le portable, par défaut, il est réglé en 1080p. Non. Ça sert Par à défaut, quoi? quand tu l'ouvres, tu le sors de la boîte, Oui. ils n'utilisent pas tous les pixels de l'écran. Il faut, Enfin, faut manuellement aller dans le. si tu dans veux les réglages. 1440p, tu vas dans les réglages et tu le changes et ça utilise un peu plus de batterie. Mais C'est un argument de vente. c'est un pour te argument de dire- vente pour dire 1440p. La plupart des gens ne vont même pas s'en rendre compte, ne vont pas aller dans les préférences, C'est ne incroyable. vont jamais changer ce paramètre et ne vont jamais se rendre compte de cette différence-là. Non, mais t'as raison que maintenant, il y a énormément de choses comme ça qui sont juste des chiffres. Line go up. C'est vraiment genre line go up. On a fait plus que la dernière génération. Est-ce que ça vous apporte une meilleure qualité de vie sur le produit? Est-ce que c'est vrai, ça vaut le coup de upgrade? Mais on Non, devrait genre. et ça c'est un problème du fonctionnement libéral capitaliste. On devrait le célébrer, le fait que ça y est, on a réussi. On a réussi à techniquement atteindre les limites de la vision humaine. On peut reproduire des images sur une surface à l'identique de la réalité de manière imperceptible. La différence avec le réel est imperceptible à l'œil humain. On devrait le célébrer. Non. Dans le capitalisme, les entreprises disent merde. Il va falloir qu'on Merde. fasse plus de pixels l'année prochaine. Comment on fait? Comment on fait pour que les gens aient envie d'avoir plus de pixels Alors qu'on a réussi, genre objectif atteint. Oui. Objectif atteint. C'est marrant. Et c'est ça sur le nombre de pixels, c'est ça aussi sur le contraste. Genre, on a l'OLED, ça y est, on a terminé. La technologie est terminée. Enfin bref, il y a plein Moi, de je suis choses désolé. Ok, Ouais, vas-y. je sais que c'est controversé. Les Vas-y. gamers qui voient une différence entre 60 FPS et 120 FPS. Alors attends. Je te parle au-dessus de 60. J'ai pas dit 30, entre Non, 30 et non, 60. non. J'ai dit. Il y a encore tu peux encore voir la différence au-dessus de 60. Mais Je sais pas. Perso, Si. perso je la vois pas. Peut-être que certaines personnes. Non, je sais que les pro gamers qui au-dessus, jouent. au-dessus de 120, etc., ça devient de la folie. Les gens qui font les écrans 240 Hz, c'est n'importe quoi. Ouais. Mais tu perçois quand même, il y a une... Par contre... Mais c'est dans le ressenti, c'est un sorte de truc Ouais. de feeling et tout. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein C'est de un critères ressenti. qui jouent avant. Par exemple, l'input lag de ta souris, de ton clavier, etc. Enfin, j'ai l'impression que quand on est à ce niveau-là de vouloir augmenter le feeling, la responsiveness de ton jeu, etc. Je sais pas si... Bon, Ils sortent des... je sais pas. Ils sortent des smartphones actuellement. La plupart des smartphones qui sortent sont avec un écran 120 images par seconde. Ouais, 120 Hz. Et ces écrans-là, quand tu les utilises, tu peux ressentir une fluidité qui n'est pas sur un écran 60. Tu peux la ressentir. Si on parle purement de est-ce qu'il y a une utilité, techniquement, tu peux le ressentir. Par contre, Toi, tu l'as ressenti? T'as déjà Oui. testé? Ok. Oui. Non, je te fais confiance là-dessus. Par contre, ça veut pas dire qu'il y a une nécessité. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de cette qualité-là. C'est comme pour les pixels. Moi, je pense que jusqu'à 1440p, après, au-delà, tu peux pas vraiment voir la différence.
pour un écran qui est à une petite distance de toi, tu peux pas voir la différence. Ouais. Mais je pense qu'on n'a même pas besoin de 1440p. Je pense qu'on peut s'arrêter à 1004. Honnêtement, 1080 pixels à 60 frames par seconde, je pense que c'est le sweet spot. On n'a pas vraiment besoin de plus que ça. Mais ça veut pas dire que on peut pas. Je pense que 1440 Hz. P. 144 Hz, ouais. 1440p, je pense que par contre, c'est pas justifiable d'aller au-dessus. Oui, c'est-à-dire ça, c'est vraiment la limite. Voilà. À partir de là, techniquement, on ne change pas la perception. Attends, t'es en train de me dire qu'une télé 8K, Non, ça tu sert la à prends rien. pas? Ça sert absolument à rien. C'est vrai qu'ils font des trucs 8K maintenant. Ça sert techniquement à rien. C'est juste pour que le chiffre soit plus élevé, quoi. Bon, alors normalement, ça fonctionne, les gens. J'ai vérifié. Le Tipeee, vous pouvez ajouter un message. Tout fonctionne. Et je rappelle quand même, on a regardé des films en 24 FPS. Mais oui! Et Et personne on n'a était eu de plus heureux à problème. l'époque. Et on On était plus heureux. Personne n'a eu de problème avec les DVD 480p. Mais c'est ça, genre. Vos meilleurs souvenirs de films. Vous avez acheté un DVD à 20€. Il était en 480p, 24 fps. Et vous avez passé un bon moment. Et c'était la meilleure expérience de film de votre vie. Vous étiez avec vos amis. Vous aviez 12 ans. Et plus jamais les choses seront pareilles. Malgré les 144 Hz, etc. Ok, bon bah les gens, pour les questions-réponses, on attend les dons. Est-ce qu'on a d'autres petits sujets sous la main à traiter? Alors, il y avait des sujets de côté. Faut que je retourne sur le document. Des panneaux solaires flottants. Ah! Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Alors ouais, j'ai vu ça. Apparemment, la start-up montpelliéraine Solarine Blue a déployé là en mars, il y a quelques semaines, son premier prototype de ferme flottante en Méditerranée. Donc, en gros, pour vous faire l'image du truc, c'est des panneaux photovoltaïques qui sont posés sur l'eau, sur des sortes de grosses bouées flottantes, et qui vont alimenter le port en électricité à Montpellier, du coup. Une expérimentation qui va durer 2 ans. Alors, beaucoup de communication a été fait là-dessus. Je vois beaucoup d'articles de presse qui en parlent et tout, mais c'est quoi le concept en fait? On est en train de dire on n'a pas assez de... Enfin, on veut pas prendre de la surface sur la Terre parce que on peut l'utiliser pour d'autres choses plus pratiques et donc maintenant on va commencer à les poser sur l'eau, etc. Moi, déjà, j'aimerais dire un truc. Étrange, non? J'aimerais dire que c'est déjà mieux que les idées de panneaux solaires sur la route. Ah, Solar Roads, le meilleur projet. J'adore ce projet. Les panneaux sur l'eau, ça existe depuis plusieurs années, mais sur des bassins industriels, la nouveauté, c'est de les mettre sur des eaux mouvantes. D'accord. D'accord. Et si j'ai bien compris, l'avantage, ce serait de pouvoir les refroidir grâce à l'eau? Ou c'est même pas en question ça? Alors attends, je regarde parce que c'est vrai que ça me semble être peut-être un des seuls bons arguments pour ça. Sinon, je vois pas trop pourquoi est-ce qu'on voudrait... Est-ce que c'est pas plus compliqué de les mettre sur l'eau que juste sur le sol? Alors on lit un petit peu. Le photovoltaïque offshore a énormément de potentiel puisque nous pouvons déployer des gigafermes, on pourrait dire même, plus compétitives et moins onéreuses que le solaire sur Terre ou l'éolien, a expliqué Armand Tiberge, président et cofondateur de l'entreprise. Bon, c'est le fondateur de l'entreprise. Peut-être on peut... Parce que t'as pas à payer le sol en fait, c'est ça? T'as pas acheté le territoire, c'est ça en fait? Ça, T'as pas acheté le terrain, peut-être? T'as pas acheté le terrain? À la différence des panneaux photovoltaïques flottant sur les lacs déjà existants en France, nos structures peuvent résister à des houles de 10 mètres de creux et des vents de 200 km/h. D'accord, donc c'est spécialement adapté pour mer. Après ces 2 premières unités, le reste de la ferme sera petit à petit mis à l'eau pour atteindre une surface de 0,5 hectares d'ici la fin de l'année, avec un objectif de production de 300 kW d'ici 2024. Alors oui, si on regarde les ordres de grandeur, 300 kW, c'est vraiment pas énorme pour une
pour de la production d'électricité pour un pays, mais une production électrique destinée à alimenter par un câble sous-marin les infrastructures du port, notamment une usine de poissons et des ferries en transit. Mais du coup, ils donnent le point positif ou pas à un moment? Non, alors attends, c'est un article. Je cherche un article qui essaie d'expliquer le... En France, le scénario maximisé de RTE est de 200 gigawatts de solaire installés d'ici 2050. Je pense que c'est juste parce que le terrain, faut l'acheter. Ça doit être ça, ouais, ça doit être des choses comme ça. C'est ok. Bon, C'est pas pourquoi clair. pas, hein. Mais du coup, 300 kilowatts pour un objectif RTE de 200 gigawatts, donc c'est vraiment un tout petit test, hein, c'est un tout petit test. Le coût total du projet s'élève à 2,5 millions, dont la moitié en financement public ADEME et association Evolène. Les espèces marines présentes sur le site seront peu impactées et le risque de dérangement des oiseaux peut être considéré comme faible. Ce truc de dérangement des oiseaux. Je sais pas, le dérangement des oiseaux, c'est pas que leur espèce entière soit éteinte parce qu'on a continué à utiliser des usines à charbon. Je crois on est vraiment en dissonance cognitive permanente. Les gens qui prennent comme argument que l'éolien tuerait des oiseaux, alors que on était allé voir, on avait fait un deep dive, il y avait quasiment pas de preuves à ça, mais que ce soit un On vrai allait lire argument. les études et tout pour aller voir combien d'oiseaux oui. réellement sont impactés et tout, et en fait c'était genre, Et- il y avait une éolienne Ouais. qui tuait 90% des oiseaux tués par des éoliennes en France, parce qu'en fait elle était située en plein sur un trajet migratoire utilisé Mais- par énormément d'oiseaux, et c'était genre 15 oiseaux tués par an. Alors qu'à côté de ça, t'as des analyses sur 20 ans qui disent qu'il y a 40% de la population d'oiseaux qui a disparu à cause du dérèglement climatique. Ouais, le sens des priorités, quoi. Venez, on essaie de hiérarchiser un petit peu les informations. Donc non, on voit pas trop, j'ai pas d'informations. On vous tiendra au courant, mais je vois pas les infos sur quels sont les avantages par rapport à terrestre. Donc Ouais, en fait, on se méfie. Peut-être les gens ils comprennent pas trop pourquoi est-ce que c'est important pour nous de savoir pourquoi est-ce qu'on le place là. Parce qu'en vrai, c'est du solaire, c'est cool. Pourquoi pas? C'est juste qu'on se méfie un peu parce qu'il y a beaucoup d'entreprises ou de personnes qui vont prendre comme excuse que c'est du renouvelable, proposer une idée un peu qui a l'air un peu novatrice et récolter des fonds publics pour lancer des trucs. On sait pas trop pourquoi en fait. Il y avait eu beaucoup de projets de solar road, donc de routes solaires, où ils avaient juste dit oui mais regardez on va mettre les panneaux solaires sur la route. Et en fait on comprend pas oui, pourquoi. C'était très très drôle. Pourquoi et plein de politiques dans tout le monde entier, hein, dans tout le monde entier, plein de politiques se sont laissés avoir en mode oh ça a l'air novateur, on met des solaires sur les routes. Il y a une campagne immense. Et il y a eu des tests d'installation, etc. Le problème c'est en fait sur la route il y a des voitures qui roulent. Ce qui fait que déjà le truc est caché la plupart du temps. Tu peux pas l'incliner vers le soleil. La route elle est salie au fur et à mesure et du coup en plus t'es obligé de rendre la route abrasive pour que les voitures dérapent pas dessus. Oui, Ce qui fait que la lumière est diffusée au lieu d'être directement sur le panneau solaire. Il y a aucun aspect positif à c'est ce juste projet. une catastrophe. Juste mets-le au-dessus de la route, fais juste un chapiteau et tu mets le panneau solaire si tu veux. Ou mets-le sur les toits des bâtiments Oui, bah oui. pour alimenter le bâtiment. Donc ouais, donc Puis par rapport aux éoliennes offshore, les éoliennes offshore, il y a des arguments très clairs. Les vents sont plus puissants, donc en mettant un truc offshore dans un courant de vent bien connu, tu peux complètement augmenter l'efficacité de ton installation. Tu peux en mettre des immenses... ça fait le bruit, par exemple, que ça fait, tu peux les mettre... Enfin, ça ne dérange personne parce que c'est offshore. ouais. Donc là, il y a des vrais arguments pour dire s'il y a des bonnes idées. Le chat nous donne quelques arguments intéressants. Ah, Ça ne va pas bloquer des surfaces sûrement plus utiles pour d'autres choses. Et ça évite de couler du béton pour les installer. d'accord, ok, c'est un peu ce qu'on disait au début, ouais, ok. Donc Ok, c'est vrai peut-être. que... bon après, moi si c'est pour installer du solaire, et si on l'installait sur des bâtiments et des surfaces déjà bétonnées, c'est-à-dire mettons-le sur les maisons, mettons-le sur les immeubles, etc. N'allons pas créer des... Mais c'est vrai que du coup, c'est assez compliqué à installer parce qu'il faudrait les installer bâtiment par bâtiment, alors que là, l'argument, c'est que tu peux littéralement déployer d'un seul coup, si tu as le financement pour 4 hectares de panneaux solaires sur l'eau, quoi. Ouais, c'est ça, ouais.
Donc la personne nous dit que c'était une idée personnelle, mais pas une réponse officielle, mais ce sera pris comme une réponse officielle au nom de l'entreprise qui fait ça. Ça y est, ta réponse est devenue Merci. 100% factuelle. Merci. Une autre news, qui peut être intéressante, tant que t'as toujours pas de questions pour la session questions-réponses. Oui, apparemment il y en a une, mais vas-y, fais ta news. Ouais, alors toujours quelqu'un du chat qui nous envoie, ça peut être intéressant parce que c'est toujours les questions de responsabilité individuelle et responsabilité collective. À Zurich, il y a une idée qui est proposée de distribution de crème solaire gratuite dans la rue. Pour lutter contre le cancer de la peau, les politiciens zurichois demandent que la protection solaire soit gratuite pour la population. L'idée pourrait être débattue cet automne à Berne. Donc, c'est toujours la même problématique. Est-ce que c'est aux individus de faire attention à leur santé et donc c'est à eux de s'acheter leur propre crème solaire? Ou est-ce que c'est pas au final l'État qui doit payer pour les cancers de la peau et du coup ça vaut le coup d'investir dans les solutions collectives, les solutions de prévoyance, etc. Franchement, moi je suis plutôt pour. Moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Est-ce que tu vas mettre... Pas assez de gens utilisent la crème solaire aujourd'hui. Pour être honnête, genre complètement. Ouais. Tu as besoin d'aller dehors. Est-ce que tu mets de la crème solaire? Déjà, je vais très rarement dehors. Donc ça règle une partie du problème. Non, moi j'en mets pas, mais je sais que je devrais en mettre. Si t'es dehors, si actuellement t'arrives dans un parc, c'est une catastrophe. T'arrives dans un parc, ouais. Et tu vois un panneau distributeur de crème solaire avec juste, il y a un pouce-mousse, tu pousses dessus, t'as de la crème solaire. Comme le gel hydroalcoolique. Je sais pas. Est-ce que t'en mettrais pas? Peut-être, ouais. En tout cas, la probabilité que t'en mettes augmente grandement. Elle augmente grandement, oui. Et il faut savoir que les cancers de la peau, je crois que c'est un des premiers cancers. Hein. C'est un énorme. Ça doit avoir un coût pour les finances publiques immense. Hein. Moi, je suis plutôt pour. Je trouve ça plutôt ok. En tout cas, c'est intéressant d'y réfléchir. En tout cas, le proposer pendant les périodes de forte. Pendant l'été, fort ensoleillement, pendant l'été, etc., ça peut être hyper intéressant. Je suis sûr que si tu fais le calcul assez simplement, tu pourrais voir que c'est assez rentable comme. Franchement, ouais. Genre, d'un point de vue purement économique, vu que c'est l'État qui derrière rembourse les traitements extrêmement chers des cancers de la peau, si juste la gratuité de la crème solaire dans un parc à Zurich, ça fait que tu peux réduire de 2% le nombre de cancers, ben déjà, d'un point de vue purement économique, même pas en voyant la morale derrière tout ça. Même pas ça. Genre, c'est littéralement rentable. Est-ce que ce serait pas rentable? Est-ce que gagner de l'argent. Le fait qu'il y ait un traitement d'une personne pendant 8 mois qui n'a pas eu à être payé, ça finance pas une crème solaire à remplacer tous les jours dans un parc à Zurich, tu sais, genre. Donc, ouais, en plus, autre avantage, les gens seront plus beaux. Avec la crème solaire. Parce que sur le long terme, le soleil, quand tu mets pas de crème solaire pour ta peau, pour tes rides et tout, c'est pas le meilleur truc, hein, mais mettez de la crème solaire, les gens. Toi, c'est la raison pour laquelle Moi, c'est principalement ça, tu vois. Moi, c'est principalement, je veux être dans un pays avec des gens sexy, bordel. C'est ça. C'est ça qui me motive. Bon, alors, lis-nous la question. Oui, alors, du coup, on a enfin une question. Bravo, les gens, vous avez réussi à gérer le Tipeee. Désolé pour le petit contretemps. On va régler ça très rapidement, mais une question. Merci beaucoup pour ton don. Ibrahim, pensez-vous que l'aviation est autant subventionnée car elle est surtout utilisée par les personnes les plus riches de la société? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que déjà, il y a un problème du fait qu'on est dans plein de trucs plein de contrats de libre-échange avec plein de pays et que les vols sont souvent à l'international et que vu que c'est des vols à l'international, l'avion, il arrive, il repart. Et on a du mal à savoir dans quel cadre on peut le taxer. C'est-à-dire que sur une taxe sur un train, il est sur ton territoire, il est pendant tout son trajet sur ton territoire. Le cadre est clair. Le cadre est assez clair sur comment tu le fais taxer et tout. Pour les avions, le kérosène qui est dans l'avion, il est taxé à quel moment? Si tu le taxes plus au moment où il est sur ton territoire, est-ce qu'il va pas sur un autre territoire pour le taxer?
Et du coup, il faudrait être beaucoup plus sévère de la manière dont on taxerait les choses. Il faudrait interdire l'atterrissage des avions. Faudrait créer des taxes qui soient pas basées sur le kérosène qu'il y a dans l'avion actuellement, puisque c'est du kérosène qui a peut-être été acheté autre part, etc. Et du coup, faudrait toute une nouvelle législation qui va pas du tout dans le sens des accords de libre-échange qui sont faits avec les pays. Dès que ça touche à l'international, on se retrouve à avoir beaucoup moins de pouvoir sur la manière dont on règle les choses. Et derrière, on pourrait avoir les autres pays qui font des sanctions du fait que nous, on a augmenté les taxes sur des échanges internationaux. Donc est-ce que augmenter les taxes sur le kérosène, ça va pas derrière faire qu'on aura nos vols à nous qui seront plus chers dans les autres pays? Ouais. C'est-à-dire que quand tu vas payer... Ça semble pas optimal. Ouais. Quand tu vas choisir ton vol, ils vont dire le vol de la France, vu que nous on paye des taxes en France, le vol de la France il est plus cher. Et du coup ça fait réduire les gens qui viennent ici pour le tourisme. En fait, c'est le premier pays qui fait ça et désavantagé direct. Voilà, donc il faut des accords internationaux. Il va falloir que ce soit débattu dans des cadres comme l'ONU. Il faut qu'on mette un cadre international pour taxer ce genre de l'aviation en général, etc. Parce que oui, c'est un nivellement par le bas. Ou alors, on accepte d'avoir le tourisme qui prend un coup. Mais le problème, c'est que c'est une grosse rentrée d'argent. Et derrière, il va falloir subvenir à tous les business qui vont avoir moins de clientèle à cause du fait qu'on a augmenté les prix du kérosène. Mais par rapport à la question, c'est pas totalement faux que derrière ils ont leur jet et que ça serait con que quand ils font leur plein aussi, ce sera payant, quoi. C'est vrai que quand on a eu tous les comptes Twitter qui ont émergé là, qui traquaient les jets des milliardaires, des célébrités, des gens qui avaient des jets privés, on s'est rendu compte qu'ils prenaient plusieurs fois par semaine, parfois plusieurs fois par jour pour faire des trajets absurdement courts. Le jet à eux tout seuls ou avec une autre personne ou 2-3 autres personnes, quoi. Bon, voilà, quoi, c'est marrant. Mais après, il y a aussi beaucoup de gens, pas forcément riches, qui utilisent l'avion parce que, bon, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, le kérosène détaxé, les prix faibles, et il y a plein de gens qui peuvent se payer tout un tas de destinations, aller-retour en avion. Donc faut pas non plus dire bon, après c'est sûr que quand t'as moins de moyens tu vas le prendre beaucoup moins souvent l'avion. Il y a encore des gens en France qui ont jamais pris l'avion de leur vie, c'est même pas une question d'avoir l'habitude de le faire tous les étés ou quoi, c'est juste non, c'est pas un truc qui est arrivé. Mais ouais, voilà, je pense qu'on a à peu près répondu, hein. Je pense que l'interdiction des jets privés sera un bon début. Ah ça c'est la base, ça c'est évident. Des jets privés, quoi. Tu possèdes toi-même un avion entier. T'as un pilote. Il va y avoir 3 personnes qui voyagent dedans. Oui, genre toi et tes amis ou tes partenaires business ou je ne sais qui. C'est super bizarre. Donc ouais, ça devrait être interdit de base. Ça, bon, sûr. C'était un bon plan que tout ton système de financement crache en plein milieu du stream. Je vais dire c'est la faute de Kofi. Non, on va faire un post-mortem, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Si vous écoutez ça en différé, peut-être que ça remarche, n'hésitez pas à aller voir sur le site lerendezvous.fr. Ça remarche, dis juste ça remarche. Ça remarche, normalement. Et vous pouvez poser vos questions pour la prochaine fois, en précisant que c'est pour le podcast. N'hésitez pas à en parler du podcast à vos amis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-nous la semaine prochaine, tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous. À la prochaine. Salut.